Voici Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc dans la presse ce matin, d'abord beaucoup de unes consacrées à Serge Dassault. À commencer par celle du Figaro évidemment. Serge Dassault, la France au cœur, titre le journal, dont le logo a perdu sa couleur bleue historique pour un habit noir de circonstance. Portrait, je cite, d'un homme libre en première page, d'un homme de conviction en page 2, d'un chef de famille attentif en page 3, d'un héritier bâtisseur en page 4. Sa seule boussole, écrivent Marc Feuillet et Alexis Brézet, c'était l'intérêt du pays et l'idée qu'il s'en faisait. On l'a compris ce matin, le temps est à l'hommage, pas d'irrévérence dans les pages du Figaro, pas trace non plus de ces tribulations judiciaires pour lesquelles Serge Dassault a fait la une ces dernières années. Ce que les autres journaux, en revanche, ne se privent pas de rappeler. Le Parisien, Sud-Ouest, Les Échos et surtout Libération, avec ce titre en une, tiré d'affaires, il laisse derrière lui un empire industriel prospère et une série de casseroles, écrit le journal, et on sent sous la plume de Laurent Geoffrin une gourmandise mesquine à rappeler les gentillesses dont Serge Dassault a longtemps été affublé, le benet, le fils à papa, mais aussi, il faut bien le dire, écrit Geoffrin, le plus avenant et le moins snob du Gotha capitaliste. Libération qui insiste sur son inéligibilité, sa condamnation pour blanchiment, sa mise en examen pour achat de vote, ce système clientéliste installé dans la ville de Corbeil-Essonnes pour s'assurer élection et réélection, plus de 3 millions d'euros d'enveloppe, comme il l'a lui-même reconnu. Bon, finalement, que retiendra-t-on de Serge Dassault, demande l'Humanité, l'industriel de l'armement, le patron de presse, sa grande fortune, sans surprise pour le journal du PCF, le choix est fait. Ce qui est à retenir, eh bien, ce sont ses relations tourmentées avec les communistes. Voilà, le magazine Capital, lui, retient un héritage de 20 milliards d'euros, le Huffington Post, sa bonne fortune, la Nouvelle République, le patron de presse et d'industrie, et l'Opinion, une obstination française. Nicolas Bétou salue un industriel patient, exigeant, courageux, un homme que sa passion politique dévorait jusqu'à l'excès et qui ne savait que travailler, conclut-il, jusqu'à sa mort dans son bureau. Voilà des portraits très divers pour un homme aux multiples facettes. Serge Dassault qui se partage les unes avec l'autre titre du jour, la crise politique en Italie. Oui, incontournable en une de La Croix, Les Échos, Le Monde, L'Opinion, Mediapart, Ouest France ou encore le Dauphiné, où l'on questionne la décision du président italien Sergio Mattarella, lui qui a refusé de nommer un eurosceptique au ministère de l'économie et de fait fait voler en éclats la composition du gouvernement. Est-ce bien démocratique? Est-ce bien respectueux du vote des Italiens? Ne sort-il pas là de son rôle? Eh bien pas du tout, répond Nicolas Lupo, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Rome dans Les Échos. Au contraire, il a scrupuleusement respecté la Constitution et effectivement, pour beaucoup de journaux ce matin, eh bien ce n'est pas à lui que revient la paternité de la crise, mais à Matteo Salvini, chef du parti d'extrême droite, un homme passé maître dans l'art de la provocation, écrit Ouest France, un spécialiste de la politique du coup de menton mettant en avant une supposée volonté populaire, ajoute Pascal Coqui dans les DNA. Et puis il y a cet autre son de cloche, le réquisitoire violent de l'écrivain Gabriel Matzneff dans Le Point contre un président italien qui ne respecte pas le choix des électeurs. Quand on aime l'Italie, écrit-il, on ne peut que ressentir une extrême tristesse à voir cette nation traitée par le chef de l'État comme une vassale des puissances financières. Où est la souveraineté, demande Matzneff, où est le respect de la volonté du peuple? Bon, ainsi faudrait-il toujours donner raison au peuple, écrit Florence Chédotal dans La Montagne, comme si ce peuple était vertueux par essence et alors même que la notion de peuple homogène n'existe pas. Mais si le peuple n'a pas toujours raison, eh bien il a ses raisons qu'il devient urgent de ne plus ignorer, conclut-elle, sans quoi le ressentiment risque fort de redoubler dans les urnes. Voilà, comme un petit air de déjà lu, de déjà entendu pour une crise de confiance qui nous concerne aussi de ce côté-ci des Alpes. On s'inquiète de voir que le voisin italien n'a pas de sauveur et en parallèle, on se félicite d'avoir en France un nouveau héros. Et oui, en l'occurrence, Mamoudou Gassama, 22 ans, sans-papier malien qui a sauvé un enfant de 4 ans suspendu au 4e étage d'un immeuble à Paris, reçu en grande pompe à l'Élysée hier et naturalisé français par Emmanuel Macron. Il est incontestablement un héros, analyse dans Libération le sociologue Marcos Zafiropoulos, le genre de héros qui régénère la société. Il démontre par son acte que les réfugiés sont capables de bravoure, pas seulement pour sauver leur peau, mais aussi celle des autres. La République a besoin de ces héros, dit encore Maurice Bontinck dans La Charente Libre. Certes, l'acte est magnifique, note Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, mais sa célébration pose quand même question, et de rappeler les affirmations récentes de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, sur ces flux de demandeurs d'asile qui déconstruisent certaines régions, ou encore
l'absence de condamnation des identitaires organisant des raids anti-migrants dans les Alpes. Avec ça, forcément, résume Yann Marek dans Midi Libre, on ne peut s'empêcher de penser à de la récupération politique, récupération et mise en scène, ajoute Hervé Chabot dans l'Union, car encenser le sauveur pour revenir plus vite ensuite au choc des postures est déplaisant. Oui, c'est déplaisant, hypocrite et cynique, écrit même le site de l'Obs, qui cite le point de vue des associations avec cet épisode, dit l'un d'eux. Le gouvernement s'achète à bon compte une image de bienveillance. Enfin, puisqu'on parle de la patrie reconnaissante, il y a cet article publié dans Le Monde, l'histoire d'un homme qui se bat pour faire retirer au dictateur Franco sa Légion d'honneur. Et oui, il s'appelle Jean Ocana, il a 78 ans, est ancien juriste et fils d'un républicain espagnol. Il a été naturalisé français en 1956, écrit Marie-Béatrice Baudet, et il mène le combat de sa vie, faire rayer le nom de Franco du tableau de la Légion d'honneur. Car voilà, Franco, général putschiste, allié d'Hitler et de Mussolini, a été récompensé et élevé en 1930 au grade de commandeur sous la recommandation de son ami Philippe Pétain. Franco, qui a fait assassiner 150 000 républicains, rappelle Le Monde, et au moins 50 000 nationalistes, lui qui avait également convaincu Hitler de faire interner ses opposants dans les camps du Reich, parmi eux le père de Jean Ocana, José, déporté en juin 40. Les faits sont là, mais peut-on enlever le ruban rouge à une personne décédée ? Eh bien, c'est toute la question sur laquelle lui et son avocate butent, puisque la chancellerie leur a fait remarquer qu'aucun article ne le précise. Je pense que M. Ocana aurait gagné en première instance s'il s'était agi de faire retirer le ruban à Hitler, confie un conseiller d'État, mais retirer la Légion d'honneur à un ex-dictateur, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Et Le Monde de citer quelques noms dans la boîte: Mussolini, Ceausescu, Bokassa, Bongo ou encore Mobutu. Effectivement. Il suffirait pourtant d'un seul décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, conclut Le Monde. Voilà, reste à savoir quelle valeur veut défendre la France, quel dictateur elle déchoit, quel héros moderne elle célèbre, et avec ça, quelle politique elle assume. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse.